L'information sur CamNews 24, mesdames, messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. À la une de cette édition d'information de ce samedi 9 août 2025, présidentielle 2025, Bello Bouba Maïgari prend la lumière et trace sa voie. Le patron de l'UNDP explique sa grande ligne pour le projet du Cameroun. Économie, politique, vision d'avenir, le vétéran de la politique déroule son programme. Cultivateurs des cacao, travaillent et prennent de la peine, la campagne 2025 est lancée à Mankomo, une banlieue de Yaoundé. Le gouvernement demande à chacun de tracer son sillon pour préserver l'embellie. Les détails dans ce journal. Voilà pour les titres et on se retrouve juste après. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous informer sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua, dans le Nord Cameroun, et merci de choisir nos antennes. Ouvrons ce journal par la présidentielle de 2025 avec l'archevêque métropolitain de Douala qui dénonce la répression dont sont victimes l'opposition camerounaise à 2 mois du scrutin déterminant pour l'avenir du pays. Monseigneur Samuel Cléda monte au créneau pour dénoncer les violations des droits humains, des injustices et la violence institutionnelle au Cameroun. Suivons l'extrait de la lettre pastorale de Monseigneur Samuel Cléda, lue par le chancelier abbé Sergio Maximilien Moeboa Menkoulou dans cet élément. Une démocratie où les acteurs politiques sont méprisés, brutalisés, embastillés est vouée à l'échec. Par la démocratie, nous avons le devoir de consolider le vivre ensemble dans la paix. Au moment où certains accentuent le repli identitaire, il s'agit en ce moment historique de notre pays de nous engager à construire ensemble un avenir basé sur la justice, la fraternité et l'amour. Mais la réalité des événements que nous vivons au quotidien ne nous encourage pas à proclamer que la démocratie camerounaise obéit véritablement aux critères universels. Cela vient du fait qu'elle est entachée par la violence institutionnelle, les intimidations, l'absence de transparence, de vérité et de justice. Une démocratie qui ne respecte pas le choix du peuple souverain expose le pays à des périls. Il n'est pas moralement acceptable d'organiser des élections dont les résultats sont connus d'avance et décidés par une poignée d'individus. Il est moralement inacceptable que la validation des candidats aux élections soit entourée de suspicions, de controverses et de manipulations politiques. Nous apprenons que le scrutin présidentiel de 2018 a mobilisé 50 milliards de francs CFA et que celui de 2025 nécessite entre 65 et 70 milliards de francs CFA. Pourquoi donc tout ce gaspillage lorsqu'on connaît déjà le vainqueur? Autant ne pas organiser les élections pour ne pas appauvrir davantage les Camerounais. La malgouvernance et la corruption qui gangrènent notre pays s'expliquent par le fait que le citoyen camerounais n'est plus au cœur des préoccupations des dirigeants. L'intérêt général n'est plus pris en considération. Le bien-être de tous est devenu une promesse fallacieuse. L'accent est plutôt mis sur l'individu, le groupe, le clan, l'ethnie, le lobby, en sacrifiant la majorité de la population, la poussant ainsi vers la paupérisation et la misère. Élevons donc en ce temps nos voix vers notre Dieu Tout-Puissant, afin que toutes nos aspirations à la paix et au bonheur se réalisent. Nous restons dans le cadre du présidentiel de 2025 avec Bello Bouba Maïgari qui vient de dévoiler ses ambitions pour la présidentielle d'octobre prochain. Économie, politique, le président de l'UNDP trace la route pour un Cameroun en mouvement. Delphine Fonke, Téné et Constant Kamga. Parmi les 12 en lice pour le palais des Toudi, Bello Bouba Maïgari entend se démarquer en mettant en œuvre sa vision pour le Cameroun, notamment sur le plan politique. Premièrement, j'engagerai un véritable dialogue national inclusif pour répondre durablement à la crise anglophone.
Je ferai voter une loi d'amnistie pour toutes les personnes détenues pour délit d'opinion. J'organiserai en accord avec la famille de notre premier président, le président Amadou Ahidjo, que ces corps puissent être rapatriés et que les honneurs dus au président Amadou Ahidjo lui soient rendus. Pendant ses 6 premiers mois à la tête du pays, le candidat de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès prévoit également d'engager des réformes pour redresser l'économie du Cameroun. Je mettrai en œuvre un grand programme de redressement économique. Ce programme visera premièrement à relancer la croissance économique et la transformation structurelle de l'économie, à traiter en profondeur la question de l'emploi, notamment des jeunes. La conférence de presse de ce vendredi, tenue au siège de l'UNDP à Yaoundé, marquée par la présence de nombreux militants, a aussi été l'occasion d'interroger l'ancien ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, sur plusieurs sujets, dont celui de son âge, pour briguer la magistrature suprême. Mes camarades ayant décidé de me faire confiance et de m'investir, de m'accorder leur investiture, je l'ai accepté, je me battrai et comme je l'ai dit dans ma déclaration liminaire, je ferai des priorités intéressant nos jeunes les axes principaux de mon programme politique, économique et social. Bello Bouba Maïgari affirme d'ailleurs être favorable à une coalition avec d'autres leaders et candidats retenus ou recalés et qu'il a déjà commencé à rencontrer depuis quelque temps. Je ne vous ai jamais trahi et je suis debout. La lutte continue. Déclaration du professeur Maurice Kamto plusieurs jours après l'invalidation de sa candidature par le Conseil constitutionnel. Il accuse les autorités camerounaises et les CAM et l'ONU de favoriser la fraude et appelle les Camerounais à poursuivre la lutte pacifique pour un changement. Gladys Bambadia. Plusieurs jours après l'invalidation de sa candidature à l'élection présidentielle, Maurice Kamto sort de son silence. Dans une déclaration adressée aux Camerounais, le leader de l'opposition est revenu en détail sur les événements ayant conduit à son exclusion de la course présidentielle. La décision de m'écarter de l'élection présidentielle de 2025 a été prise de longue date par le régime RDPC. Ce régime n'a jamais supporté que nous ayons évité le gros piège politique des élections législatives et municipales de 2020 en choisissant le boycott. Nous avons présenté à cette haute instance tous les arguments de fait et de droit qui plaidaient en faveur de la validation de ma candidature, ainsi que les éléments de preuve qui établissaient l'imposture de la seconde candidature attribuée au Manidem. Au terme de son délibéré, le Conseil constitutionnel a rejeté mon recours demandant la validation de ma candidature au motif qu'il est non fondé. Il accuse les autorités camerounaises, l'organe en charge de l'organisation des élections et même l'organisation des Nations Unies de favoriser et faciliter des fraudes électorales massives. J'ai dit et répété que je ne vous trahirai pas et je ne vous ai pas trahi. En revanche, le Conseil constitutionnel, la justice et les CAM, le pouvoir en place à travers le ministère de l'administration territoriale notamment, qui a été de tous les mauvais coups contre nous, vous ont trahis. Sans état d'âme. Remerciant ses compagnons de lutte et l'ensemble du peuple camerounais pour leur soutien, Maurice Kamto a annoncé que les fonds collectés pour financer sa campagne seront intégralement remboursés. J'informe qu'il sera procédé au remboursement des contributions reçues dans les comptes bancaires ouverts à cette occasion, ainsi que dans les différents comptes chez les opérateurs mobiles. Pour conclure, il a réaffirmé que le combat pour un changement démocratique au Cameroun se poursuivra dans la paix et par les urnes, invitant les citoyens à rester mobilisés et concentrés sur cet objectif. Je suis debout et resterai à vos côtés. La lutte continue. Parlons de toute autre chose à présent. Nous vous le disions en titre, la campagne cacaoyère 2025-2026 s'est désormais ouverte. Lancement effectif jeudi dernier à Mankomo, dans la région du centre, par le ministre du Commerce qui était accompagné de son homologue de l'agriculture. Principale consigne de Luc Magloire Marga Tangana,
préserver les acquis qui permettent à tout le monde aujourd'hui de trouver son compte. Luc, bienvenue au Nana. 2025-2026 devrait rester sur la même trajectoire que la campagne cacaoyère écoulée. Vision partagée, c'est tout au cours du top départ des activités irrelatives. Nous demandons au gouvernement de nous aider en intrant. Les défis, la campagne cacaoyère ainsi lancée en fera face en termes de quantité et du respect de la norme et de la qualité, un impératif. La fin de la campagne 2016-2017 est marquée par des instructions fermes, très précises du président de la République pour l'amélioration de la qualité du cacao du Cameroun. Le secret, c'est le travail. Dans leur prise de parole, les membres du gouvernement ont rassuré que d'année en année, les choses vont changer dans la filière. Déjà, quand vous allez en milieu rural dans les zones cacaoyères, l'habitat a changé, les choses commencent à évoluer. Mais il faut aller plus loin. C'est pour cela que nous demandons le pacte républicain entre le marché, représenté par les exportateurs, les transformateurs et les producteurs. À retenir que la campagne écoulée, le Cameroun a commercialisé plus de 309 000 tonnes de cacao y transformé localement, 110 000 tonnes de fèves, contribuant ainsi à la lutte contre la pauvreté. L'économie sociale comme moteur de l'import-substitution et de la lutte contre la pauvreté, c'est la projection cardinale à l'issue du Journée nationale de l'économie sociale. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Achille Basilikin III, a clôturé cet événement à Yaoundé. Salomon Kankeli Babali. L'économie sociale et solidaire, c'était l'occasion de tisser un avenir meilleur et plus rentable. De l'interpellation faite aux décideurs d'accorder une attention à la formation et à la recherche, car bien d'initiatives portées par ces acteurs proposent des solutions innovantes à même de répondre aux défis économiques de l'heure. Beaucoup de choses pourraient changer si on tenait véritablement compte de tout ce qui a été dit lors de ces travaux. Je pense que chacun à son niveau en a tiré le meilleur parti. Pendant 3 jours, les participants ont planché sur des voies et moyens pouvant favoriser la création d'unités économiques et sociales. Nous voulons, une fois de plus, engager les collectivités territoriales décentralisées, qui sont les territoires à partir desquels les acteurs de l'économie sociale trouvent un terrain propice pour se déployer. Clôturant les travaux, le ministre Achille Basilikin III a appelé à une synergie d'action pour faire de l'économie sociale un maillon essentiel de la création de richesses et de promotion du développement durable au Cameroun. Environ 60 milliards de francs CFA pour financer des projets au Cameroun. C'est dans le cadre de la deuxième phase du programme indicatif multiannuel 2025-2027 de l'Union européenne. Cette initiative vise à soutenir le développement économique et social du pays tout en renforçant la compétitivité des secteurs clés et en favorisant l'intégration régionale au sein de l'Afrique centrale. Gisèle Kouga. Soutenir le développement économique et social et densifier la compétitivité dans les secteurs primordiaux pour une meilleure assise dans la sous-région Afrique centrale, c'est le sens de l'accompagnement de l'Union européenne à l'endroit du Cameroun. Cet appui passe par le financement des projets d'infrastructure et pour cela, l'Union européenne va mobiliser 91 millions d'euros, soit 60 milliards de francs CFA dans le cadre de la deuxième phase du programme indicatif multiannuel 2025-2027, a-t-on appris lors de la 3e session du dialogue économique et technique sur le partenariat Cameroun-Union européenne tenu à Yaoundé le 14 novembre 2024. Ainsi, le soutien de l'organisation européenne se fera dans des projets bien identifiés, parmi lesquels la construction du pont sur le fleuve Ntem entre le Cameroun et la Guinée équatoriale et l'extension du réseau ferroviaire camerounais vers le Tchad voisin d'une part et la construction de la voie de contournement de Yaoundé dans l'optique de désengorger la métropole politique et le projet hydroélectrique de Kikot visant à densifier l'offre nationale en énergie d'autre part. Pour le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, ces engagements forts de l'Union
européenne, sous forme de dons et d'appui budgétaire, vise à accélérer la réalisation d'infrastructures clés et à renforcer les réformes structurelles pour une meilleure gestion des finances publiques et une compétitivité accrue du Cameroun. Cette initiative de financement infrastructurel de l'Union européenne n'est pas la première, bien au contraire. Le barrage hydroélectrique de Nachigal, dans le centre d'une capacité de 420 MW, est un exemple de réalisation palpable, avec comme incident la fourniture de près de 30% d'électricité du réseau interconnecté sud du Cameroun. Pour rappel, la raison d'être du programme indicatif multi-annuel PIM est de structurer et renforcer la réponse de l'Union européenne face aux nombreux enjeux qui interpellent le Cameroun, notamment au niveau de la gouvernance, la consolidation démocratique, la stabilité et la paix. Reparlons de l'affaire Léopold Bépiping, président du parti REFER. Après une audience avec Joseph Lé au ministère de la fonction publique, l'ancien à la retraite a été rassuré des diligences en cours pour rétablir dans ses droits. Michel Omba a suivi cette rencontre. 2 heures d'horloge, c'est le temps consacré à l'étude minutieuse du dossier de Léopold Bépiping. Au sortir de cette audience spéciale, l'enseignant de physique-chimie à la retraite ressort le cœur léger. Il s'est agi de liquider mes droits au niveau de la fonction publique, pour éviter qu'il n'ajoute l'argent sur l'argent. Donc, on a analysé tout ce que la fonction publique me doit et bientôt ils vont donner l'ordre pour que j'entre en possession de ce que j'ai au trésor, pour éviter que prochainement je ne mette l'argent sur la... Entouré de ses collaborateurs des différents services techniques, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative s'est enquis de tous les contours de la situation du candidat du Rassemblement des forces écologiques pour la relance économique. Je crois pouvoir dire que nous sommes allés jusqu'à trouver les possibilités qui permettent à M. Bépiping de rentrer dans ses droits. C'est pourquoi j'ai instruit mes collaborateurs de traiter le plus rapidement possible ce dossier, de telle sorte que nous puissions l'envoyer à mon collègue, le ministre des Finances, pour les diligences à son niveau. Malgré ce dénouement heureux, le célèbre candidat recalé à la candidature pour la présidentielle d'octobre prochain ne démord pas de son ambition politique. Il semblerait que le ministre des Finances m'attend pour une causerie vendredi. Et le dernier délai pour que la liste des candidats sorte, c'est demain jeudi. Vous comprenez? Donc si le ministre doit ordonner qu'on me restitue ce que le trésor me doit, si c'est peut-être vendredi, ça va parfaitement sur le plan professionnel. Mais sur le plan politique, ça ne va pas aller. Parce que si la liste sort demain, je ne peux pas d'ici demain verser 30 millions parce que mon argent serait en train de traîner encore au trésor et je serais en train de faire tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est verser l'argent sur l'argent. Appelé à faire valoir ses droits à la retraite depuis novembre 2024, Léopold Bépiping est annoncé en audience lundi prochain par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazi. À l'étranger, le président français Emmanuel Macron a demandé à son premier ministre de durcir le ton avec des mesures très concrètes comme la suspension de l'exemption du visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques. Des annonces qui n'ont pas manqué de faire réagir les autorités algériennes. Alexandra Karina. La réponse ne s'est pas fait attendre. Au lendemain de la charge d'Emmanuel Macron, Alger publie un communiqué de 3 pages, une missive au ton incisif. Depuis le déclenchement de cette crise provoquée par la France, celle-ci a fait le choix d'utiliser la force et l'escalade. Elle a eu recours aux menaces, aux ultimatums et aux sommations, ignorant que l'Algérie ne cède à aucune forme de pression. Depuis juillet 2024 et la reconnaissance par la France de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, les invectives se multiplient, mais Alger l'assure, elle ne fait qu'appliquer une réciprocité. À l'origine de ce nouvel épisode de tension, une lettre adressée au Premier ministre français, où Emmanuel Macron appelle à plus de fermeté, évoquant notamment l'attentat de Mulhouse, perpétré par un individu qu'Alger a à plusieurs reprises refusé de récupérer.
Je partage dans cette lettre l'inquiétude particulière que m'inspire la situation des ressortissants algériens les plus dangereux sortant de prison et qui ne peuvent plus être expulsés. Je vous prie d'instruire le ministre de l'Intérieur de trouver au plus vite les voies d'une coopération utile avec son homologue algérien. François Bayrou, de son côté, semble vouloir tempérer la situation. Interrogé sur les mesures demandées, voici la réponse du Premier ministre. On va les appliquer non pas dans l'esprit d'un affrontement perpétuel, mais dans l'esprit de retrouver un jour des relations qui soient équilibrées et justes. L'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal et celle du journaliste Christophe Glaise, respectivement condamnés à 5 et 7 ans de prison en Algérie, ont envenimé encore un peu plus une relation déjà éminemment sensible. Dès son arrivée place Beauvau, à l'automne 2024, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau avait plaidé pour une ligne dure, s'attirant les foudres d'Alger, qui le tient pour responsable de la détérioration des relations entre les deux pays. Fin du 20h sur CamNews 24 et IDFM en direct de Garoua dans le Nord Cameroun. Merci pour votre fidélité et gardez toujours la vie du bon côté. Douce nuit à tous.